Club numéro 45. Aujourd'hui, on vous parle de Beetlejuice. Bonjour Vincent Todini. Bonjour Caroline Poisson. Et pour parler de Beetlejuice, on a invité aujourd'hui pour la première fois Idriss Idara. Salut. Bonjour. Idriss, il est photographe, il est caméra-opérateur, le meilleur d'ailleurs. Ouais. On a Marvin de Save qui est hyper fan de films d'horreur, de films fantastiques. Yes, salut Marvin, on est content que tu reviennes. Ouais, je suis très content aussi. Et Sylvain qui est venu le mois dernier, Sylvain Dailly, qui est scénariste et acteur et qui a gagné un René. Salut Bravo. Sylvain. Et bravo. Merci. C'est vrai que maintenant on dit René. On dit René. Ouais. Et on va commencer directement dans le vif du sujet, mais comme vous le savez, il y a toujours la question habituelle quand on commence un Popcorn Club, c'est le sujet du jour, c'est Beetlejuice. Comment vous l'avez découvert la première fois? Vous aviez quel âge? Et je commence par le nouveau venu. Moi je l'ai vu à l'époque, je crois que je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Faire le calcul, c'est 88, mais moi je le vois pas tout de suite, hein. Il a le temps d'arriver, etc. Et c'était en cassette vidéo, c'est mon cousin qui me l'a prêté. Ok. Et t'as kiffé? Bah, au début j'ai pas compris. mais c'était chouette. On va en parler. Sylvain. La même chose que Idriss, j'ai rien compris au scénario quand je l'ai découvert quand j'étais petit, mais rien en fait. J'avais des souvenirs par contre très forts de séquences, de moments, d'images, la scène de possession sur Deo par exemple, et je l'ai découvert après Batman. Ah ouais. Mon introduction à l'univers de Tim Burton, c'était d'abord Batman. Mhm. Le 1, et puis je ne sais plus trop si c'était avant le 2 ou... Enfin bon, c'est dans ces années-là en tout cas, sur cassette aussi. La VHS. Et toi Marvin? Alors moi je pense, si je me souviens bien, que j'ai découvert finalement assez tard, je pense. D'abord j'ai découvert la série télévisée, la série animée, qui était diffusée, je crois que c'était sur France 2 ou France 3, avec aussi la famille Addams notamment, qui était aussi en série animée, Casper aussi. Et il y avait un petit peu ce package de séries avec notamment Beetlejuice dedans. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Beetlejuice. Et finalement, le film, je pense qu'il est venu assez tard. J'ai découvert finalement assez tard. Après, en tout cas, après Batman, après Doroma d'Argent, après Sleepy Hollow aussi. Et je me questionne encore pourquoi est-ce que je n'ai pas été vers ce film-là avant, en fait. J'ai découvert finalement quand j'étais ado, alors que j'aurais pu le découvrir finalement dans ma jeunesse, quoi. Et donc, finalement, oui, c'est venu assez tard. Et j'ai découvert, quand je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans, un truc comme ça. Assez tard, quoi. Et toi alors? Alors, moi, mon premier contact avec Beetlejuice, c'est à la chorale. Il y a un petit garçon, Eduardo, je lui dis bonjour. Omer Argento. On devait avoir 8 ans. Et il me dit, hier, à la télé, j'ai vu Beetlejuice et j'ai même pas eu peur. Et ça m'a tellement marqué, je me suis dit, ça a dû faire super peur ce film. Et donc, j'ai demandé à mes parents d'aller louer la cassette. Mais j'avais déjà vu Édouard aux mains d'argent à ce moment-là. Et non, je devais avoir un peu plus que 8 ans, j'avais peut-être 9-10 ans. J'avais déjà vu Édouard aux mains d'argent, mais j'avais pas encore vu Beetlejuice. Et j'ai trop adoré. Un peu moins qu'Édouard aux mains d'argent, parce que ça restait quand même mon film doudou. Mais oui, l'univers, je me rappelle pas si j'ai compris ou pas. Je trouvais juste que Didier était trop cool. Ça m'étonne pas. Et toi? Moi, on a déjà dû le dire dans des précédents épisodes, mais je suis quelqu'un qui a toujours eu du mal avec l'univers de Tim Burton. Voilà. On dit souvent, il y a une blague récurrente à force avec le podcast qu'on dit que j'ai pas d'âme en fait. Et je commence à me poser la question sincèrement parce que là j'arrive à nouveau en disant bah oui, Tim Burton en fait j'aime pas trop ça. J'arrive pas à m'intégrer dans son univers vraiment. C'est une difficulté que j'ai toujours eue. Mais par contre quand je commence à regarder des films et à un peu les intellectualiser, là pour le coup, Beetlejuice, un jour je me suis dit je vais le regarder et c'est vrai que le film me passe un peu au-dessus de la tête, mais je lui reconnais quand même plein de qualités, tu vois. Là, par exemple, le fait de l'avoir revu, à nouveau, ces qualités m'ont sauté au visage, mais pourtant, très, très peu d'accroche émotionnelle dessus. Surtout que moi, j'ai découvert tout ça étant adulte parce que je cherchais à rattraper un retard. Cependant, j'ai quand même un rapport assez intime avec Beetlejuice, comme toi, lié à la série animée. Mais alors, la série animée, c'est vraiment particulier parce que je me souviens que je la regardais énormément, vraiment dans mes très jeunes années, que j'adorais. Mais je ne sais pas me souvenir ou te raconter, même ne serait-ce qu'un seul épisode. Je me souviens encore vaguement du générique, et c'est tout. Tu vois, mais je sais que j'adorais ça, quoi.
Idem, Donc, voilà. ouais. Ouais, comme toi, moi aussi, franchement, je pense que il me semble que niveau contexte, en fait, ils ont un petit peu changé C'est pas la même l'histoire, histoire. c'est pas la Je même comptais chose. faire un point dessus Voilà, après, on peut, mais on peut en parler après. Mais, ouais. mais c'est vrai que du coup, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs à part le générique, la musique du générique aussi et le design, le graphisme quoi, des persos. mais je peux faire le petit point maintenant. Bah, hein, c'est peut-être, oui. C'est une série de 89, donc elle a été faite directement après le film pour surfer sur la vibe du film. C'est une série de 94 épisodes et en fait, effectivement, l'histoire elle est un peu différente. Lydia, en fait, elle habite avec sa famille, mais elle se fait un peu chier et Beetlejuice est son pote. Et Beetlejuice l'emmène régulièrement dans le monde des morts vivre des aventures. Et donc, c'est pour ça que je trouve que quand tu as vu la série, quand tu vois le film, tu te dis, mais c'est quoi ce vieux dégueulasse Très pédophile intéressant parce que c'est l'effet que ça m'a fait aussi. Bah oui, ouais. exactement. Ça, on va parler très très vite, mais le premier scénario ne voulait pas que Beetlejuice veuille seulement se marier avec Lydia. On va en parler. On va en parler. Mais la série était cool quand même. Mais Ouais. après la série télé, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des jeux de société, il y a eu des comics et surtout, il y a une comédie musicale. Ah oui. Et ça, je suis trop hypée d'aller voir avec toi, Marvin, la Comme comédie Evil Dead. musicale. Comme Evil Dead, Ah ouais. ouais, trop bien. Peut-être avant de parler de Beetlejuice, on voulait faire un petit point Sur le réalisateur, Sur parce le que c'est réalisateur. quand même intimement lié à sa carrière. Voilà, forcément. pour nos auditeuristes qui ne sauraient pas peut-être qui est Tim Burton et d'où il vient. Donc il est né en 58 en Californie. Tim Burton, c'était un enfant assez solitaire et assez créatif déjà. Il s'intéresse très très tôt au dessin, aux films d'horreur et à l'animation. Quelle très très belle personne. Il a étudié l'animation au California Institute of the Art, une école qui a été créée avec le soutien de Disney. Donc dans les années 80, il va travailler comme animateur chez Disney, mais son style va pas trop coller avec le taf de Disney à ce moment-là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Son premier cours connu, c'est Vincent, en 1982. Est-ce que tu l'as vu, Vincent Non. Vincent, tu dois voir Vincent. Oui, d'accord. Et son premier long en 85, c'est Pee-wee Big Adventure. Vous avez vu celui-là? Non, moi j'ai pas vu. Non. Ouais. Ah, il est chouette. Ah, ça m'a jamais attiré. Ça- Oui, idem. Ouais. Moi, j'adore, mais C'est des animes comment? c'est Ah, un film. C'est un film. Ah, c'est pas. Ok. Ouais, avec d'accord. un mec à vélo. T'as peut-être déjà vu des images. Un mec à vélo. Il y a beaucoup de films avec des mecs à vélo, mais... Qui a eu des problèmes Surtout aussi dans les plus années tard, 80. Ah ouais? Oui, il a été accusé de pédophilie. L'acteur? Mais oui, c'est Ah. pour ça qu'il a plus tourné. Moi, je savais pas. Oui, oui. Chouette. Bon, après, parce qu'il a été retrouvé se masturbant dans un cinéma. Et Ça commence voilà. bien. Et puis après, on a trouvé apparemment du contenu pédopornographique chez lui. Et voilà. wow. Donc, Mais Tim Burton, il aime bien les agresseurs sexuels, hein. Oui, c'est vrai. Johnny ça, Depp, Je crois Danny qu'il a pas- Elfman, tu vois, il y a un truc. Danny Elfman et puis Ouais. l'autre là qui ne joue plus dans le Dans le l'acteur- deuxième, l'acteur Beetlejuice. qui n'est pas dans le deuxième, Jeffrey Jones, Ouais, c'est ça. Ouais, 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 aussi, pour, ouais. Ah Ouais. oui. pour Oui, des faits il- similaires. Mais Exactement. c'est- Voilà, la Il a- faute n'a pas de chance, on il va, a des- on va dire. Il a des potes sympas. Euh, il va avoir un succès international avec Batman en 89 et Batman Returns en 92, mais avant ça, il y a Beetlejuice en 88, si je ne me trompe, puis Édouard aux mains d'argent en 90, qui est un petit bijou. L'univers de Tim Burton, on peut le classer de gothique, fantastique et excentrique, pour faire ça simple. On va pouvoir parler en plus en profondeur du site de Tim Burton, mais d'abord, Beetlejuice, Vincent, ça raconte quoi? Alors, Beetlejuice, ça raconte l'histoire. Je vais essayer d'être clair. Hein. Donc, ça raconte l'histoire de Adam et Barbara, qui sont un jeune couple qui vit dans une maison sur une colline. Ils ont l'air de filer une petite vie un peu rustique, très sympathique entre eux comme ça. On comprend, si je me souviens bien, que... pourtant, je l'ai vu hier. Hein, pardon, excusez-moi. Ils cherchent... Ils ont peut-être comme projet de fonder une famille. Et ça ne marche pas. Et que ça ne marche pas, exactement. Et puis, au détour d'une course en ville, à un moment, alors qu'ils traversent un pont, il y a un accident qui implique un chien et qui fait qu'il tombe dans une rivière et meurt. Ils sont téléportés chez eux et ils commencent à se rendre compte petit à petit que, ah bah putain, en fait, on est mort. Et ils commencent à se rendre compte qu'il y a tout un monde qui est structuré là derrière, qu'il y a un monde de l'au-delà et qu'ils doivent être briefés, et que donc ils reçoivent une espèce de manuel pour savoir comment se comporter dans l'au-delà et qu'ils sont attachés à cette maison pendant un certain nombre d'années, je crois 125 ans, quelque chose 125. comme ça. Bah déjà, ils essayent de se faire à la nouvelle et à ce moment-là, ils se rendent compte que le temps dans le monde vivant passe apparemment beaucoup plus vite que leur propre perception et on est déjà 3 mois plus tard et il y a une nouvelle famille qui vient pour emménager dans cette maison qui est composée d'un père, d'une fille et de la belle-mère et dont la fille donc est incarnée par Winona Ryder et ça va être un peu aussi par son prisme qu'on va aussi capter la présence des deux fantômes qui sont là parce que maintenant ils se retrouvent en fait à hanter leur ancienne maison quoi. Et la particularité c'est que cette nouvelle famille qui arrive elle est très différente d'eux, elle est un peu issue d'une espèce de forme de bourgeoisie culturelle
ils ont un côté un peu arty, mais genre art conceptuel, tu sais pas trop comment, enfin voilà, tu vois. Et directement, ils dénaturent la maison, et eux, ils se disent, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire face à eux? Ils vont chercher à les hanter sans succès. Et là, petit à petit, ils vont commencer à se demander s'ils n'ont pas besoin d'une force de frappe supplémentaire. Force de frappe qui est incarnée par le personnage qui donne son titre au film, qui est Beetlejuice, qui est un bio-exorciseur. Donc c'est le principe de l'exorciseur, mais pour les vivants. Et qui ne commence en fait à faire son apparition qu'à partir de la moitié du film. C'est le midpoint, c'est la rencontre avec Beetlejuice. C'est ça. Et qui finalement, au fur et à mesure de péripéties, finit par intervenir en vrai dans le dernier quart d'heure. Ouais, le dernier quart d'heure, ouais. C'est ça, dans le dernier quart d'heure. Et lui, ayant eu une corporalité à ce moment-là, puisque sinon il était bloqué dans une espèce de monde alternatif incarné par une espèce de maquette créée par le père. Non, pas par le père, par Adam. Par le mari. Par le mari. C'est dans ce dernier quart d'heure aussi qu'il va en profiter pour essayer de marier Winona Ryder. Je spoil. Ouais, tu spoil. Je spoil. Donc le personnage de Lydia, va en être empêché in extremis. Et à partir de là, Lydia, qui, au fur et à mesure des péripéties que j'évoquais, a réussi à un peu faire la paix avec ses parents avec qui elle s'entendait mal, et en même temps à trouver une espèce une forme de raison de vivre. Oui, de raison de vivre d'une part, et aussi il y a une espèce d'équilibre qui se crée entre cette famille qui vit là avec les fantômes qui continuent d'habiter à la maison. Qui sont ses nouveaux parents pendant que les autres sont cachés dans le bureau. Voilà. Très très étrange. Je vous parle, juste avant qu'on commence sur nos avis, par rapport à la production de Beetlejuice, le scénario est passé dans les mains de plusieurs scénaristes, et au départ c'était un film vraiment d'horreur. Il y a eu notamment l'accident de voiture, le bras de Barbara a été écrasé, le couple hurlait, mais surtout Beetlejuice voulait violer Lydia, il ne voulait pas juste l'épouser. Ils en ont fait un film légèrement plus pour enfants. Et ils avaient le couple avait aussi un bébé. Et qui se faisait tuer, démembré. Oui. Ah oui, putain. Et ça ne m'a pas étonné quand j'ai découvert que c'était Michael McDowell, un des co-scénaristes, qui a écrit cette fabuleuse série de bouquins qui s'appelle La Crue. Oui. Et qui est réédité, enfin qui est édité en français, c'est un auteur d'horreur et de fantastique des années 80 qui est décédé du sida dans les années 90. Et dont Stephen King était un ami et fan. Et effectivement, ces bouquins ressortent maintenant chez Monsieur Toussaint, l'Ouverture, qui est un éditeur qui ressort un peu des auteurs comme ça, qui n'ont jamais été traduits ou peu ou mal traduits en français. Enfin, donc ils les traduisent et les éditent en français. Et c'est vraiment génial. Et en plus, les bouquins sont magnifiques. Donc moi, je conseille si vous cherchez de la lecture. Et Tim Burton, il avait déjà bossé avec lui parce qu'il avait écrit le scénario de The Jar. Alfred Hitchcock présente, il avait réalisé l'épisode avec lui qui avait été à l'écriture, c'est comme ça qu'il connaissait un peu son taf. Mais en tout cas sur l'histoire, moi par rapport à cette perception de hantise, quand je commence ce film à chaque fois je me dis ah oui en fait c'est Poltergeist mais du point de vue du fantôme. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film en le revoyant en tant qu'adulte? Idriss, on inaugure avec toi. J'ai mieux compris. Après, c'est comme tous les Tim Burton, moi, ce qui m'impressionne, c'est les décors, mais le choix de ces personnages aussi, enfin des acteurs pour ces personnages, Winona Ryder et Batman, enfin Michael Keaton. Voilà, excellent. Enfin, tu sens que ça passe crème à l'écran, c'est vraiment. Il fait un meilleur Beetlejuice qu'un Batman, hein, je trouve. Je trouve aussi. Ouais. Mais c'est un bon Batman quand même. Parce que ça reste un de mes favoris quand même. Mais il a tellement fait de pépites. Mais en tout cas, pour Beetlejuice, l'ayant revu, impressionné par vraiment la déco, les costumes. Puis à l'époque, tu te replonges à l'époque et tu dis, ouais, fallait oser. C'est vraiment bien foutu. Par contre, en termes de story, c'était pas pour enfants, quoi. C'est compliqué, quoi. Ça va loin quand même. Et quand tu me dis qu'il normalement il devait y avoir des bébés déchiquetés. Oui, c'était beaucoup plus trash. Et Wes Craven devait le réaliser au début. Ah ouais? Oh là là. Et puis ça, je savais Wes pas du Craven tout. a dit, je sais pas, c'est trash pour moi. Avec un bébé démembré. Oh waouh, ça je savais pas du tout. Et vous trouvez pas en le revoyant, moi c'était vraiment un de mes films préférés quand j'étais enfant, et là je l'ai revu hier, et je trouvais que le scénario était laborieux. En fait j'ai trouvé le film laborieux, alors que dans mon souvenir c'était un super film, et là j'ai vraiment trouvé ça mal foutu. Oui, je suis d'accord, c'est mal foutu. Ouais. La fin est sans chute, c'est comme un cheveu dans la soupe, quoi. Il n'y a pas de fin. D'ailleurs, on pourra en parler quand on parlera du 2, mais j'ai l'impression que même les défauts, à certains endroits, ils ont essayé de les imiter. Et oui, non, mais
Je pense que c'est un film qui a été tiré dans plusieurs directions par des gens qui y voyaient chacun une version très très différente, qui avait une version très différente de ce que le film ou de ce que l'histoire pouvait raconter dans leur tête. Et qu'au final, l'uniformité du film, elle tient à l'esthétique et au style et à la mise en scène de Tim Burton. Ouais, moi, c'est ça qui m'a marqué. Sans ça, je crois qu'effectivement, ça s'effondre comme un château de cartes. Mais c'est parce que on l'a revu en adulte, avec toute l'expérience des autres films. Et, tu vois, donc c'est vrai que ça se joue énormément dans le visuel, où ça te marque. Mais oui, effectivement, c'est compliqué. Après, on est dans les années fin 80. Donc c'est pas le même rythme que maintenant. Non, mais il y a quand même beaucoup d'incohérences. Oui, complètement. Mais ça va, pardon, hein, mais ça va vite quand même. Et c'est parce que j'ai revoyé l'affiche de Gremlins. J'ai revu Gremlins aussi il y a pas longtemps. Et il y a aussi quand même pas mal de faiblesses. Ouais. Mais en fait, ça va tellement vite que les scènes s'enchaînent et j'ai l'impression qu'en tant que spectateur, t'as pas trop le temps de dire mais quoi, pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est bien rythmé, moi justement. Mais peut-être, Marvin, donne-nous un peu ton avis, et puis, parce que j'ai quelques points de scénario pas logique qui me chiffonnent. Alors moi j'avoue que quand je me replonge en fait dans Beetlejuice, j'ai l'impression que je passe un petit peu à côté finalement de tous ces trous noirs ou ces zones d'ombre. Il y a un côté quand même très années 80 réconfortant quand même, que ce soit dans le style, que ce soit dans les décors, dans l'univers. Je trouve que les effets spéciaux sont vraiment géniaux. Franchement, il y a des trouvailles mais incroyables. Enfin, moi ça m'impressionnait beaucoup quand je l'ai découvert à l'époque. Je pense notamment avec les têtes de monstres quand ils se allongent leur tête une fois qu'ils sont dans le monde des morts. Ou aussi ce jeu pour effrayer les dites, notamment quand c'est Barbara, pardon, voilà. Barbara est dans l'armoire comme ça, avec qu'elle enlève son visage avec les yeux qui sortent. Enfin, moi tout ça m'a vraiment beaucoup impressionné, et c'est vrai que le scénario est de fait, c'est vrai que la fin, mais alors après quand on voit le 2, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Super. Oui, le 1 est vraiment super, mais c'est vrai que sur la fin on retrouve un peu les mêmes problèmes effectivement. Mais moi franchement ça m'emporte quoi. Je me laisse vraiment, mais il y a tout ce côté effectivement très esthétique qui fait que on se laisse vraiment porter par l'objet quoi, je trouve. Mais si tu arrives à te replonger en mode ado, franchement ça passe quoi. Ça fait du bien. C'est en tant qu'adulte où tu te fais c'est pas net, etc. Mais en tant qu'ado, c'est quand même chouette, on dirait un bonbon quoi. Et la musique en fait. Et la musique. Mais la musique dès le départ c'est hyper réconfortant, et en plus ce que j'adore c'est que la musique de Danny Elfman, bon c'est un connard, mais la musique appuie les actions comme si t'étais devant un spectacle quoi. Toutes les actions sont appuyées, Parce que moi, la sensation que j'ai, surtout là en le revoyant, c'était peut-être pas la sensation que j'avais eue la toute première fois que j'avais vu, parce que comme on a pu l'expliquer, moi qui étais très marqué par la perception du dessin animé, je ne comprenais pas comment percevoir Beetlejuice, tu vois. Et donc je savais pas trop même dans quel registre je me situais par rapport au fait que ce type était vraiment ultra problématique. Mais en fait, là en le revoyant et en sachant à quoi m'attendre, j'ai trouvé que le ton comique, l'aspect vraiment comédie du film ressortait d'autant plus que j'avais pas du tout ce souvenir-là la première fois que je l'avais vu. Et en fait, je fais cette réflexion parce que en fait, je trouve que le thème de Danny Elfman, quand il démarre le film, il a vraiment ce côté un peu comique, un peu je vais te présenter une comédie. Moi, je le ressens comme ça, ce thème. Oui, c'est vrai, mais c'est plus joyeux qu'un Edouard Romain d'Argent, par exemple. C'est clair qu'on n'est pas du tout sur la même vibe. Moi, ce qui me perturbe, c'est plein d'incohérences par rapport au scénario que j'avais jamais capté. Par exemple, quand ils vont voir Junon la première fois, ils lui disent « Bah oui, on ne leur fait pas peur. » Il dit « Bah oui, c'est normal, ils ne vous voient pas. » Puis après, quand ils font justement leur truc avec les visages, avec les yeux, t'es là, mais pourquoi ils préparent ça vu qu'ils sont censés pas les voir? Là, ça m'énerve, alors que c'est juste pour faire peur à Lydia. Il y a un truc qui est pas logique. Il y a aussi quand ils partent justement rencontrer Junon, ils reviennent après 3 mois, soi-disant ce grenier que personne ne peut... Ils rentrent, la porte elle est ouverte. Ils rentrent après 3 mois, la porte du grenier est ouverte, tout le monde peut y aller, mais en fait personne n'est entré dans le grenier. T'es là, mais ça va pas du tout. En fait, moi ça me perturbait hyper fort hier. Et puis Lydia, elle les voit, elle les entend. Sauf que pendant 3 mois, elle n'entend pas des voix dans le grenier. Enfin, il se balade partout, il parle, il passe à côté de tout le monde, elle n'entend rien, et puis pouf, c'est bon. Moi, c'est des choses qui me bloquent un peu dans le scénario. Je me dis, c'est étrange. Ce n'est pas scientifique. Ça ne va pas du tout. Mais je trouve qu'il y a plein de petites choses comme ça, quand tu le revois en tant qu'adulte, tu te dis, mais ma suspension d'incrédulité n'intervient pas. À sa limite, ici, il y a un mais il n'y a pas des scènes coupées ou... Mais c'est ça que je me suis demandé. Parce qu'il n'est pas si long. Hein. Il y a une grosse scène coupée, qui a une scène où ils sont envoyés dans une espèce... Le couple est envoyé dans une espèce de monde fait d'engrenages.
Ok. Et cette séquence qui avait coûté cher rendait très confus les gens au projection test. Et donc, du coup, au montage, ça a été coupé, quoi. Ils ont fini par projection test qui se passait très mal. Parce qu'il n'y avait pas de musique. Parce qu'il n'y avait pas de musique. Ouais. Comme Et quoi... dès qu'ils ont mis la musique, c'était ok. Mais c'est vrai que je me suis demandé à un moment donné, est-ce qu'il y a un director's cut? Est-ce qu'il y a deux versions? Parce que... ça, hein. Mais non, en fait, j'ai regardé sur Internet, j'ai pas trouvé. Et il y a plein d'incohérences. Quand tu le vois, mais ça me bloque. Je suis là, mais c'est pas logique. Est-ce qu'il s'est pas fait avoir par les studios? Peut-être tu vois, en les montage studios après. peut-être pas de ça ou pas ça. Et... Il y a une phrase qui m'a choquée aussi, mais il n'y a pas grand-chose dans mes mots, mais quand Otto dit « Elle sort toutes les nuits dans l'espoir de se faire violer, mais il lui arrive rien ». J'avais jamais entendu, je me rappelais pas de cette phrase. Elle est hyper trash. Hein. C'est hyper trash. C'est hyper trash. Et je me disais, c'est un ça m'a film pour surpris enfants. aussi. Ça m'a surpris aussi. Ouais. Peut-être qu'ils ont gardé ça pour le fait qu'ils voulaient violer Lydia et qu'ils sont pas pour le garder. Quoi. Et puis même, je trouve que c'est assez surprenant aussi la façon dont il parle très ouvertement du suicide, quoi. Tu vois. Bon, maintenant. Il parle du suicide des ados, il parle de problèmes de fertilité. Maintenant, c'est aussi pour régler toutes ces problématiques. Parce que l'idée, c'est qu'on en parle frontalement pour poser qu'il y a une problématique à la fois relationnelle entre la fille et ses parents, et d'autre part, le fait qu'il y a aussi une problématique d'ordre familial, vu que le couple, à la fin, ne sait pas procréer. Et la fin fait que tout le monde a résolu ces problématiques-là. Voilà, quand j'avais décrit l'état final de la maison dans laquelle on est. Moi, il y avait aussi un autre truc qui m'avait frappé, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment une composante qui est propre à Tim Burton, si c'est quelque chose qui revient dans ses films. À nouveau, je connais très mal son cinéma, mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce de césure entre la perception qu'on peut avoir donc d'Adam et Barbara, où j'ai aucun problème à me dire ça, c'est des vrais êtres humains, même si dans l'univers de Tim Burton, rien n'a l'air réel, tu vois. Mais par contre, quand tu commences à voir arriver ces espèces de petits bourgeois culturels new-yorkais là, qui commencent à arriver dans la maison, je trouve qu'ils sont tellement dans la caricature que je me dis, il a fait exprès de pousser les potards à ce point-là, quoi. Quand tu vois Otis arriver la première fois et commencer à parler de la façon dont il va redécorer les murs, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Il fait un sketch, en fait, il fait un one-man show, c'est pas possible que quelqu'un soit à ce point. à ce point caricatural. Et ça, pour le coup, si c'était un truc qui m'avait plutôt insupporté lors du premier visionnage, là, je trouve que c'est quelque chose qui vient appuyer le propos, que je trouve beaucoup plus pertinent, beaucoup plus agréable. En fait, j'ai beaucoup plus apprécié ce deuxième visionnage. Hein. Vous l'avez peut-être compris. Je pense que si tu vas dans certains milieux d'art contemporain, tu peux trouver des personnages comme ça, à mon avis, dans le monde réel. Tu veux dire que le niveau de l'intensité de jeu entre le couple joué par... Gina Davis et Alec Baldwin, et la famille qui arrive après est en décalage. C'est même une façon de les présenter caricaturalement. C'est pas juste le jeu d'acteur. C'est vraiment la façon dont ils sont caractérisés, je trouve. Oui, c'est vrai que Gina Davis et Alec Baldwin jouent presque. Au début, t'as l'impression d'être dans un film presque réaliste, quoi. Il y a des codes assez classiques. Le petit couple heureux, ils sont beaux, ils sont épanouis. Bon, après, ils meurent très vite, hein, mais... Puis même, l'accident qui est censé être un drame... Enfin, je suis désolé. Ils reviennent tremper. Mais c'est surtout, mais qui meurt d'un accident comme ça? Moi, je me suis demandé ça hier, je me suis dit, il est quand même très léger, l'accident de voiture. Ça devait être beaucoup plus trash aussi. Mais oui, c'est ça dans la première version du scénario. C'est vrai que saleté de chien. Il y a ce petit moment de suspense en plus avec le chien qui reste pendant quelques secondes sur ça, ils l'ont rendu rigolo, quoi. Oui, voilà, c'est ça, oui, ils l'ont tourné à la rigolade. Ouais. Non, mais je voulais parler de l'image aussi, où en fait, en termes d'image, c'est très Tim Burton, mais même au début, dans ce truc où on présente le couple et qu'on pourrait être dans un drame ou une comédie romantique, si tu regardes la palette couleurs et tout, c'est très vif, très coloré, très... tout se passe bien, etc. Et moi, là où j'avais été étonné au revisionnage cette fois-ci, c'est qu'en fait, il garde quand même ce côté vif longtemps, même dans la mort, quoi. Parce qu'en fait, c'est un film qui parle de mort, quoi, tu vois, mais... Parce que tu faisais tantôt... La mort est fluo. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que tu arrives... Et c'est tout le temps, en fait, même si finalement, lui est en noir et en blanc, quoi. Mais je veux dire, autour, dans l'univers, c'est assez fou... Et c'est ça aussi qui amène ce côté, je trouve, léger. Parce qu'en fait, tu passes au-dessus de trucs comme suicide, viol, tu roules. Voilà. Il y a quand même plein de moments où quand la famille commence à un peu retaper la maison, c'est noir, blanc, rouge dans les vêtements. À la limite des vêtements de Cruella d'enfer, avec sa manche noire sur sa veste blanche, sur sa chemise blanche, comme ça. Plein de petites touches de noir, blanc, rouge partout qui vont rappeler le costume de Beetlejuice. Mais tout est très beau. Ça vaut peut-être la peine de parler de la personne qui réalise les décors. C'est Bo Welch, qui est quand même
hyper connu dans tout ce qui est décor, effets spéciaux, etc. Et c'est le mari de Catherine O'Hara, ça je ne savais pas, de Catherine O'Hara qui joue donc Delia, qui est la maman dans Maman, je crois qu'ils se sont rencontrés sur Tim Burton. Ils se sont rencontrés sur ce tournage sur Beetlejuice. Sur ce tournage sur Beetlejuice. Ah, ok. Parce que moi j'ai vu ici après que Parce c'était que son mari. Avant Catherine O'Hara. C'était Angelica Houston qui devait jouer ce personnage-là. Et je crois qu'elle a abandonné, elle a dû jeter l'éponge pour d'autres raisons, 3 semaines, un mois avant le tournage. Donc c'était la catastrophe. Et en dernière minute, ils ont contacté Catherine O'Hara, qui était plutôt connue à l'époque, qui se disait, mais c'est qui ce jeune cinéaste qui vient me trouver Elle l'a d'abord rejeté. Tim Burton a pris l'avion, a été la voir et l'a rencontrée et a réussi à la convaincre. Et du coup, je crois qu'ils se sont rencontrés. On va vérifier, mais je pense que le décorateur et Catherine O'Hara se sont rencontrés sur Beetlejuice. Avant Beetlejuice, il fait quoi ? C'est quoi sa filmo ? Il y a Pee-wee. Pee-wee Herman. Le truc avec le vélo, là ? Ouais. Oui. Des courts-métrages, et il bossait chez Disney. Non, mais c'est vrai que tu Taram dis, et le chaudron jeune, magique. Oui, Taram. Ouais. Roxy Rookie. Oh, Taram. Ah, Roxy Rookie. Premier trauma. Ah, moi j'aime Taram. beaucoup Taram. C'est hyper flippant. Même le bouquin fait peur. Disney n'aime pas Taram. Oui, c'est Parce vrai. que c'est quand même le film qu'ils ont vraiment mis de côté et qui n'ont pas du tout... Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui connaissent pas Taram. On va parler de Taram maintenant. Quand je dis le bouquin, c'est le livre illustré Disney. Hein. Ah oui. C'est le petit, dans ma petite collection Walt Disney. Bah justement, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de plein d'aspects techniques ou de production, et finalement, bon, le film s'appelle Beetlejuice, et on n'a pas beaucoup parlé finalement de Michael Keaton et de son interprétation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et de la façon aussi qui est très particulière, qui fait qu'il n'arrive qu'en deuxième partie. Tu dis Beetlejuice ou Beetlejuice ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit Mais Moi, nous- je dis toujours Beetlejuice. Beetlejuice, Ouais. parce que on regarde les films en français. Surtout avec le dessin animé. Même quoi. en anglais, ils disent Beetlejuice. C'est parce qu'à la télé, il est marqué Beetlejuice. Oui, pourquoi c'est Beetlejuice. Non, c'est de moi aussi, mais je Beetlejuice. pose la question Mais en tant qu'expert. C'est un jeu de mots, à mon avis. Parce que comme le personnage... Enfin, comme il y a plusieurs dimensions des planètes, à un moment donné, ils sont pas loin de Saturne, etc. Betelgeuse, c'est une un étoile. satellite. Non, c'est une étoile. Ah oui, c'est une étoile, oui, c'est ça. À mon avis, voilà, ça doit être lié à ça. Et puis en même temps, Beetlejuice, jus de blatte, Jus de blatte. Ok. jus d'insecte. Jeu de Beetle. Ce qui est rigolo, c'est que Beetlejuice, c'est un connard. C'est un anti-héros total. Et c'est censé être la star du film. On le voit quasi jamais à l'écran. Moi, je ne me rappelais pas qu'on le voyait si peu. Il a 17 On minutes. l'évoque. Il a 17 minutes en tout. en tout dans le premier film. Parce qu'on l'évoque énormément. On parle beaucoup de lui. Mais comme Vincent disait, il arrive le dernier quart d'heure vraiment dans la maison. Et puis on le voit à certains petits moments, mais on ne fait que en parler. Et c'est rigolo que le film porte son nom, le nom d'un anti-héros pédophile, harceleur sexuel. Et qui est aussi un peu une espèce de one-man show. De one-man show permanent. Ouais. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'en souvient à ce point. Parce que moi, je pense qu'à chaque fois qu'il arrive, l'idée c'est je dois faire des gags et en même temps, je dois faire peur. Je dois être un peu dans l'horreur, dans le dégoût et dans l'humour. Alors bon, parfois, tu as cette sensation qu'il essaye d'en faire des tonnes et donc tu as un peu la gênance du comique qui est sur scène et qui fait rire personne, tu vois. Et puis, c'est vrai que derrière, il y a plein d'éléments qui... En plus, comme le film, pour le coup, là, je le trouve bien rythmé quand Beetlejuice entre en action. Moi, je me souviens, à chaque fois, ça me surprend, le moment où il dit... je sais plus ce qu'il dit, quoi. Ah, je peux vous faire peur, et puis il y a un contre-champ et tu sais pas ce qu'il montre et t'as son visage qui fait un truc. Ça, ce gag, il fonctionne à chaque fois, il me fait Ça marrer. fonctionne bien. Ouais. C'est à peu près au moment où il leur propose un plan A3. Moi, j'avais jamais capté non plus quand j'étais petite. Oui, c'est vrai. Il propose un plan A3 au couple. Je crois que c'est fait pour que les enfants ne captent pas, Ah, mais ouais, que les pas du adultes tout. se captent quand même, quoi. C'est ça. Et ce plan que tu évoques, où on le voit de dos, Ouais. c'est parce qu'il n'avait pas les moyens de le Ah oui, montrer c'est de ça. face. Ça, c'est génial. C'est un truc, enfin, c'est le responsable des effets spéciaux qui a eu cette idée-là, assez géniale, de le montrer de dos. Et c'est un plan, enfin, il y a une citation de nouveau de ce plan Dans le 2. dans le 2, alors que là, pour le coup, ils avaient les moyens de le montrer de face. Hein. Il est très... Ça aurait pu être intelligent d'ailleurs de cette fois voir c'est quoi.
Un truc qui est rigolo après coup quand t'as vu le 2, c'est que, parce qu'on va parler du 2 après, où il y a une ex-femme de Beetlejuice qui est en petits morceaux, et quand dans le 1, Beetlejuice veut marier Lydia, il prend l'alliance sur un doigt qu'il a dans la poche, il dit de toute façon elle comptait pas pour moi. Et en fait après coup tu fais oui. Elle est en plusieurs morceaux, il a son doigt. Mais je me dis, est-ce qu'elle a tous ses doigts de le reste donc c'est pas logique. Mais je trouvais quand même ça un petit peu rigolo de faire le rapprochement après coup. Non, je crois que tu as raison, hein, parce que je crois que c'est pas pour rien si... Alors là, on a déjà switché sur le 2, on va revenir au premier, mais je crois que c'est pas pour rien si, lors de la séquence ou de réassemblage de ce personnage-là, le dernier truc qu'elle récupère, c'est son doigt. Oui, et c'est justement l'annular. Ouais, c'est vrai. Il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est bien vu. J'avais même pas tilté. Ouais, c'est après coup, je me suis dit, putain, c'est trop bien. En voyant les deux d'affilée, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il lui dit qu'il a un petit doigt dans la poche, là. Et ils ont repris dans le 2 des éléments du premier scénario qui mentionnait que Beetlejuice était effectivement un pilleur de tombes, qui datait du XVIe siècle, ou pas loin de là. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur... effectivement, ça s'appelle Beetlejuice, mais on ne le voit que 17 minutes à l'écran. Moi, j'ai l'impression que ce qui fonctionne, c'est qu'il est comme une menace sourde pendant tout le film, parce que il apparaît d'abord comme une annonce publicitaire, on l'entend ricaner, il est une menace qui est présente en permanence, qui revient quand même de manière régulière, et dans l'esprit du spectateur, tu dis, oh là là, quand celui-là va arriver, ça va être terrible. Un peu comme... Apocalypse Now avec le colonel Kurtz. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme si Apocalypse Now s'était appelé Colonel Kurtz. Il y a un truc où tu l'attends, il fait monter la sauce, exactement. Et puis quelle sauce, quoi, parce que Michael Keaton, au début, ils envisageaient Sammy Davis Jr. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est Michael Keaton qui a été finalement casté pour le rôle. Tim Burton n'était pas convaincu au départ. Qui n'était pas convaincu au départ. Non. Et pardon, mais c'est lui qui fait le show. Hein. Bien sûr, il est incroyable. Il est... Apparemment, semble-t-il, il y a 80% de ses répliques qui ont été écrites et improvisées par l'acteur lui-même. Il est vraiment farcesque, il est drôle, il amène vraiment une énergie, et en même temps, je crois que c'est le seul acteur, à part peut-être Winona Ryder, qui a compris le ton du film. Parce que Alec Baldwin, par exemple, dit encore aujourd'hui que c'est sa pire performance. Il ne savait pas dans quoi il jouait. Il a l'air béné. Moi, je trouve que ça va très très bien. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien avec le rôle, en fait. Mais Michael Keaton, c'est comme s'il y avait une osmose inconsciente avec l'univers de Tim Burton, avec ce vers quoi il voulait aller. Et c'est lui qui amène le côté glauque, grinçant, sinistre, drôle, tout à la fois, avec ce personnage survolté, quoi. Mais le côté sinistre aussi, je trouve qu'il vient de toutes ces animations aussi stop motion très désuètes. Mais ça, c'est un désir de Tim Burton. Tu penses au serpent, mais à plein de choses. Quand les statues s'animent, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment en stop motion pur. Et ça, c'est vraiment une volonté de Tim Burton de vouloir se rapprocher des films un peu de série B qu'il aimait quand il était gosse, d'avoir un côté un peu désuet, un peu mal foutu, un peu carton-pâte comme ça. Et vous pensez quoi de ça ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça a bien vieilli ? Marvin ? Bien vieilli, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais je trouve que... Oui, il y a un côté un peu carton-pâte, finalement, très... Oui, très, très, très réconfortant comme ça, et très plaisant, qui rappelle justement tout ce qui est série B, série Z. Et vous trouvez que ça a mal vieilli, vous ? Non. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que ça fonctionne. Moi, j'aime bien stop motion. Donc. Ah oui, voilà. C'est bien fait, non ? C'est de la bonne stop motion pour l'époque et tout. C'est qualif, c'est vraiment bien. C'est pas fait exprès d'être... Il voulait un petit peu le côté un peu fauché. Hein. Mais lui, il est fan de Ray Harryhausen. Il n'avait que 15 millions pour faire. que 15 millions. Oui, c'est ça. Qui est le même budget que Maman, j'ai raté l'avion, tiens. Plus ou moins les mêmes années, un peu après, quoi. Mais il y a un côté, vraiment, premier Hartman, quoi, comme ça, moi, j'aime assez bien. Et je trouve que une des plus réussies, c'est la sculpture dégueulasse de Delia, en forme de main, comme ça, quand elle commence à s'animer, à l'attraper, j'adore cette animation, quoi. C'est vraiment trop bien. Marcher. Le serpent, moi je me suis demandé, en le revoyant hier, je me suis dit, est-ce que c'est un petit hommage quand même au Freddy de Wes Craven ?
il a quand même un peu la même tronche que la tête de bite de Freddy. Là. Moi, il a fallu que je termine le visionnage du deuxième film et que je relise un peu sur Beetlejuice et tout pour arrêter de l'appeler le ver des sables. Parce que moi, j'étais là, mais vraiment, je sais pas, voilà, j'étais dans Dune, moi. Voilà. Ah non, attends, vous parlez pas du même on serpent. parle pas moi je parle de quand Beetlejuice prend une forme de serpent. Ah oui, c'est ça. Celui-là. Okay, et là, il m'a vraiment fait penser à Freddy, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai, effectivement, oui, ça se rapproche de Freddy, c'est vrai. Ouais, je trouvais. Mais je crois que ça a bien vieilli parce que c'est bien designé, quoi. Effectivement, bon, on voit les trucages et tout, mais ça va avec le ton enfantin, avec l'univers du film. Il y a des films en CGI qui ont beaucoup moins bien vieilli et qui datent des années 2000, quoi. C'est ce que je voulais dire, c'est vraiment son ton, c'est bien réalisé parce que c'est ça qu'il voulait. C'est pour ça que je trouve ça c'est vraiment bien fait. Oui, ça, vu que c'est totalement assumé dans le côté un peu cheapos, c'est pas vraiment le mot, mais dans le côté un petit peu fait main, je trouve que c'est ça qui fonctionne, quoi. Et le fait aussi d'avoir cette maquette incroyable, vraiment, tu commences dans une maquette, donc on dit vraiment, enfin moi j'ai un peu, si j'extrapole un peu, genre, allez, t'es au cinéma, t'es dans un film, tu vas voir des trucs qui sont pas vrais, et en fait tu laisse-toi aller. J'ai vraiment ce truc quand j'entre dans la maquette, et que je ressens quand je vois après les trucs en stop motion, en fait tu vas y croire parce que t'es au cinéma. Tu parles du générique ? Ouais. Ah oui. J'ai vraiment ce truc quand on rentre comme ça. À l'école, j'étais en animation les 3 premières années, donc des maquettes, j'étais vraiment passion maquette. Je crois que j'ai regardé ce film plein de fois quand j'étais à l'école. Et j'aime vraiment ça de se dire, en fait, quand t'arrives dans le film, c'est vraiment comme si on te disait, viens, t'es dans un film. Et ça, je trouve que c'est tellement assumé à ce moment-là qu'après tout ce qui est stop motion, moi, je trouve que c'est vraiment, regarde, on te montre un peu comment on fait du cinéma. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. Ça m'a fait penser à Hereditary, moi, en ouais, le revoyant, cette maquette. Mais par contre, tout le début du générique, il y a, c'est d'abord de l'hélicoptère. Ouais. Et puis, il y a une espèce... ça arrive dans la maquette avec un petit plan de coupe comme ça, assez discret. J'ai dû le repasser pour me dire, mais attends, on est dans une maquette alors que juste avant... c'est bien foutu. Hein. Oui, c'est super bien foutu. La maquette est canon. Ouais, mais tous les décors. C'est et hyper les décors de l'autre monde aussi, le monde des morts, enfin le monde de la salle d'attente des morts, la salle d'attente administrative, c'est très très drôle. Si l'enfer a une forme, c'est ça. Moi je veux bien être mort si c'est comme ça, quoi. Mais on n'en a pas parlé, mais le design des personnages est quand même fou parce que t'as vraiment tous les personnages ont un design différent. C'est ça qui est hyper riche aussi. Chaque mort a une forme différente. T'as celui avec sa tête qui a rétréci. Ils ont tous les. Je pense que c'est Otto ou c'est le père qui dit à table, tous les fonctionnaires. Tous les suicidés deviennent fonctionnaires. Enfin, je trouve qu'il y a aussi, pareil, c'est encore sur le suicide. La meuf, elle se marre avec ses poignets coupés. Donc quand j'étais gosse, j'avais pas du tout capté. Là, je l'ai revu hier, j'étais wow. Et il y a une cohérence de tout ça. Et puis même dans le design, dans la façon dont ils fonctionnent, tu vois que ce sont souvent des personnages fonctions. Moi, je pense par exemple à celui qui, à un moment, alors qu'ils sont en train de se balader dans l'au-delà, et qu'il y en a un qui leur donne le chemin, celui qui est un petit papier tout plat. Il est génial, lui. Et puis il fait une vanne. Oui, et tu vois qu'il est sur un cintre et qu'à un moment ça l'emmène dans un petit interstice comme ça où il disparaît. J'adore le gars. J'adore ce personnage. Ouais. Et l'actrice qui joue Junon, j'ai oublié son nom, qui clope et que ça sort par sa gorge. J'ai lu hier qu'elle est morte d'un cancer de la gorge. Oh non. Ouais, je me suis dit que c'était un peu drôle. Ouais. Mais tous les personnages sont hyper beaux. La femme qui est coupée en deux. Le personnage avec la cigarette aussi. Le personnage avec la cigarette. Tout brûlé. J'essaie d'arrêter. Oui, j'essaie d'arrêter. Toutes leurs morts ont été pensées, scénarisées et tout pour chaque figurant. Et sur le 2 aussi, hein, et c'est ça qui fait qu'il y a une continuité à ce niveau-là, quoi. Au moins à ce niveau-là. Oui. Ouais. Mais on parlait de la maquette et de design, etc. J'aime beaucoup le plan quand Barbara et Adam vont déterrer Beetlejuice et qu'ils passent avec la pelle et c'est du carton. Et là, tu vois la texture de l'herbe, de la fausse herbe, et là, tu vois qu'en fait, la publicité de Beetlejuice était déjà tournée dans la maquette. Et donc tu vois que c'est la même. Oui. Et donc il y a un truc un peu incohérent comme ça. Tu dis mais il a déjà. Donc en fait il habite dans la maquette depuis sa. Enfin il y a un truc un peu comme ça. Mais là vraiment la texture du carton c'est vraiment super bien foutu quoi. C'est pensé. C'est bien pensé Monsieur Tim Burton. Vous avez mérité vos millions. En tout cas moi ça me réconcilie un petit peu avec son cinéma. Moi je l'ai dit il y a très peu de films en fait sur lesquels j'ai tendance à accrocher. Les Batman. Non justement non.
Même pas Batman. Juste pas le 2. Même pas le 2. Ouais, je te jure, je sais pas comment ça se fait. Hein. Danny DeVito. Pourtant, j'avais la Batmobile. Hein. Ça, je l'ai déjà dit. C'est vrai, mais c'était le dessin animé, toi. Non. C'est en fait, ils sont assez rares. Et en réalité, Beetlejuice pourrait en faire partie. Moi, le seul film vraiment de toute sa film que j'ai vraiment adoré, c'est son biopic. C'est Ed Wood. Ed Wood. C'est Ed Wood. Ah ouais. Edouard Main d'Argent. Même pas, non. Même pas. Non. Parce que Edouard, Mais je c'est suis Edouard. désolé. Hein, Sleepy Hollow non plus. Ah non, non, alors c'est Sleepy pas- Hollow, je l'aime pas du tout. J'adore. Sleepy Hollow, j'aime pas du Ouais. tout. Il me passe, mais là, vraiment, Ouais. vraiment au-dessus de la tête. Ah, Hein, j'aime Sleepy Hollow, trop. ouais. Même Big Et Fish. Mars Attack non plus alors. Ah, bah là, Si. sur l'aspect Ah. humoristique, c'est plus. Là, je plus raccroche ta plus carte. les Là, tu wagons. raccroches. Je Ouais, raccroche ouais. plus les wagons avec Beetlejuice, tu vois. Mars Attack, j'aime vraiment bien. T'aimes bien son humour, en fait. Bah voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça. C'est trop poétique pour toi, Edouard Main d'Argent. T'as pas d'âme, donc. Exactement. ouais. Oui, il aime James Cameron. Voilà. Toi, tu aimes Tim Tim Burton. Burton. Voilà. Il y a une cohérence. Hein. Il y a une Les deux, cohérence, pardon. hein, il y a un équilibre en Les fait. deux univers. Mais Parfait. je suis pas forcément une super grande fan de Tim Burton. Je me rends compte qu'il y a vraiment quelques films que j'aime bien, mais genre, il y en a 4, quoi. Les derniers, c'est compliqué. Hein. Ah, les Ouais. derniers, c'est hyper dur. Il m'a déjà Big Fish, il m'a perdu, j'ai pas aimé. Ah oui. Et son Alice au Pays des Merveilles, Mmh. c'est pas possible. Mal au C'est, cou, Je l'ai même pas vu, j'ai vu la ouais, bande-annonce. et je voulais- Non, c'est Non. cata. Non, moi, c'est à partir de Charlie et la chocolaterie. Ah ouais, j'ai Et détesté déjà, aussi. Big Fish, j'étais Ouais, bof. là, oulala. Mais Charlie, j'aime tellement l'original Mmh. que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec avec son remake, quoi. Moi, je trouve que ça. Enfin, moi, je suis Ah plus ouais gentil, en fait. Ouais. Vachement plus Toi, gentil t'es que vous. Parce T'es un que, gentil, hein, toi. parce que franchement, tout ce que vous dites là, j'étais là. Ouais, moi, je bien aimé. Ouais, Alice. Charlie avec le petit, on a kiffé. Enfin, Mais j'aime pas Johnny Depp, en fait, donc je pense Puis, que ça me. À part Edouard Main d'Argent, Ça n'aidait pas. ça non. aide pas, quoi. Il est quand même Mm. partout et il me casse les couilles. Sleepy Hollow est très bien aussi. Oui. Ah ouais. Ouais, Sleepy Hollow, ça par contre. Et les notes Je l'ai vu au funèbres, cinéma. non? Notes funèbres, ça me pas. Ah si, mais ça j'aime bien, mais Si. c'est de l'animation. Oui, Ouais. c'est l'animation, Ouais. mais c'est Tim Burton quand même. Si quelqu'un dit L'étrange Noël de Monsieur Jack, je frappe, parce que ce n'est pas lui qui l'a réalisé, mais, Ah bon mais, Non, Quand- je plaisante. mais quand Beetlejuice sort de la maquette à la Ah oui. 15 minutes avant la fin, son petit chapeau, clin d'œil, c'est ouais. Jack C'est dessus. juste. C'est Jack qui est sur sa Ouais, je l'avais tête, vu, ça, au-dessus dans de, la de capture son d'écran. manège. Ok. Ouais, il y a plein de petits personnages comme ça que tu peux retrouver dans l'univers des films des uns des autres. Et Jack était fait, c'était après. Hein, Mais Jack, c'était c'est fait ça. après, Non, donc ouais, mais c'est un personnage qu'il a designé. Oui, donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. ouais, ouais. Et le directeur photo, parce que j'ai regardé parce qu'Idriss venait, c'est Thomas Ackerman qui a fait Denis Lamali, c'est Jumanji. Ouais, Ah, Jumanji. trop bien. Et ouais, Ouais. ouais. Et plein d'autres films, mais beaucoup moins bien que Jumanji. Bon, on sait que c'est un mauvais film, mais avec Marvin, on aime bien Jumanji. C'est pas un mauvais film, Jumanji. Ouais, je sais pas. On en avait bien parlé la On dernière a fois. bien parlé la dernière fois, ça, on Ouais. va pas le refaire. Ouais. Mais je pense que c'est un mauvais film, mais qu'on l'aime bien parce qu'on est des nostalgiques. Oui, oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'il a bien vieilli. En termes d'effets spéciaux, j'étais bluffé. Attends, les singes. Ouais, les On singes. parle- Non, non, Oui, on se souvient de la gueule de ça. Ouais. non, pas les singes, mais il y a plusieurs scènes où quand même je me disais, ouais, punaise, c'est vieux et ça tient quand même bien. Les années 80. Hein. Ouais. Ah non, Jumanji, c'est les 90. 90. Non, non, Ouais. Ouais, non, non. fin 80, début 90. Tout ce Mm. qui a été fait dans milieu des années 80 est très très bien. Par Par contre, en exemple, parlant les d'effets êtres humains. spéciaux qui sont bons, là, il y a un autre film où c'est bon, c'est la suite de Beetlejuice. C'est ça Tu trouves que c'est bon, vraiment Mais est-ce que vous avez encore quelque chose à dire Non, sur pardon, ce premier c'est vrai. Beetlejuice? C'est vrai, j'ai mis la charrue Bah, avant les bœufs. On peut terminer par reparler de la fin. Ouais. Et, Ouais, très, très bonne et idée. Cette fin, finalement, en eau de boudin avec le serpent qui avale Beetlejuice Mhm. et qui l'envoie vers des profondeurs. L'enfer de l'enfer. L'enfer de l'enfer, a beaucoup déplu aux projections test, donc qui pour une fois ont été assez bénéfiques et qui ont amené un reshoot de la scène finale où on voit Beetlejuice dans la salle d'attente Hyper drôle. qui caresse, qui vole un ticket et qui se fait réduire la tête tout en caressant les cuisses de la dame coupée Coupée en deux, à ouais. gauche. Cuisses qui, pour l'anecdote, sont celles de la compagne de l'époque de Tim Burton. Ah Il a Ah, dit, ouais. bon, je vais pas demander à n'importe qui. Ma je veux femme, des c'est gens, bien. je veux des gens en qui j'ai confiance. Oui, c'est ça. Chérie, tu veux bien te laisser tripoter par Michael Keaton. Oh, Eh, bah. allez, ça va, si Allez. c'est pour ton film. Mais, Et donc, sans ouais. cette fin-là, peut-être il n'y aurait pas eu l'ouverture vers une suite. Ou alors il y aurait eu, mais bon,
On aurait dû raconter comment il est sorti de l'enfer des enfers. De l'enfer des enfers, oui. Mais il y a autre chose qu'on va devoir expliquer, c'est pourquoi Lydia est redevenue gothique. Parce qu'à la fin du film, c'est une petite fille un peu plus fraîche. C'est parce que l'école a repris. C'est fini l'été, elle est en uniforme scolaire, non? Oui, mais même quand elle est à la maison, tu vois quand même qu'elle est un peu plus happy, quoi. Tu vois, oui, oui. Elle danse le calypso. Et Cette scène, j'aimais quand même vraiment bien à l'époque. Quand elle flotte en l'air avec les... J'adore, j'en C'est rêvais. la musique, hein. Ah ouais, c'était... C'est une happy end, hein. Moi j'aime bien. Ouais, mais c'est vrai que ça finit un peu bizarre. En plus, quand elle rentre, ils se comportent comme ses parents. Je trouve ça un peu glauque, moi, tu vois, genre ils font un peu... Alors, ça fait une voix. Et en fait, les parents sont juste dans le bureau, t'es là, quoi, ils sont morts. Ah non, ils sont toujours là. Encore, j'avais oublié, hier, je revois le film. Et je me dis, mais ces vrais parents, ils sont morts, en fait? Où est-ce qu'ils sont? En fait, non, ils sont juste dans le bureau. Et tu as compris que pour eux, avoir un enfant, ça a été compliqué. Hein, ou alors, ils en ont eu un qu'ils ont perdu, on ne sait pas. Mais là, donc, elle rend des parents morts, enfin, un couple mort, s'est trouvé une fille de substitution. Ouais. Dont les parents sont dans la pièce à côté. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. Même quand t'es en famille d'accueil, tu peux pas autant fréquenter tes parents. C'est un truc bizarre. On passe donc sur Beetlejuice. Faut pas que je le dise encore une fois. Si je dis 3 fois. Il va arriver. On est en 2024 et le film s'ouvre sur Lydia qui est devenue adulte et médium. Elle a une émission télé où elle parle aux morts. Et elle a toujours sa belle-mère, Delia, qui lui téléphone, qui l'a fait venir dans... Elle me fait trop rire, elle a une galerie d'art, enfin elle a une expo de ses œuvres, vraiment en artiste contemporaine, complètement what the fuck. Très égocentrée. Elle est encore plus caricaturale que dans le premier film. Là, ouais, mais je trouve qu'elle... C'est mon personnage préféré du film. Enfin, il y a Danny DeVito aussi, on en parlera après. Je savais. Je trouve qu'elle est... toutes ces phrases, c'est des punchlines. Je pense que si je dois retenir un truc positif de ce film, c'est Catherine O'Hara. Et donc Lydia lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec papa? Qu'est-ce qui se passe? Ça, il t'a quitté? Mais non, pire. Non, moins pire ou quoi? Il est mort. Donc elle lui annonce que son père est mort, bouffé par un requin. Et dans une petite séquence d'animation un peu rigolote. Il y a une gradation en plus, hein, parce que d'abord on croit qu'il meurt dans un crash, puis noyé. Puis bouffé par un requin. Et donc il faut qu'elle annonce à sa fille, donc Lydia a une fille, le père est décédé, elle a une fille qui est jouée par Jenna Ortega, Astrid. Le père a disparu. Le père a disparu. Non, on dit vite qu'il est mort encore, quand même. Ah oui. Ouais, le père est décédé. Et elle va la chercher dans son école pour dire, bah voilà, papy, ton grand-père est mort, et il retourne dans la maison d'enfance de Lydia, qui appartient encore à la famille, pour aller faire des obsèques, etc. Et là, on sent que Lydia et Astrid, elles ont une relation très très conflictuelle, relation mère-fille pas tip-top. Et donc Astrid, elle s'en va se balader avec son vélo dans un genre de caméra embarquée dégueulasse. Et là, elle tombe contre un arbre. Elle tombe contre un arbre et il y a un très très joli garçon qui fait « Oh tiens, ça va, tu vas bien ?» Joli, du Dostoïevski aussi. Ouais, il y a un truc avec plein de... Il a plein de refs un peu vintage. Est-ce qu'on peut spoiler? Donc on vous annonce, auditeuristes, on spoil Beetlejuice. De toute façon, c'est un mauvais film, donc ce n'est pas grave. Et donc, elle va commencer à flirter un petit peu avec ce garçon et on va se rendre compte qu'en fait, ce garçon est mort. Et va lui proposer, si tu veux, tu pourrais m'aider à redevenir vivant. Et en même temps, si tu veux, je peux te faire retrouver ton père qui est mort. Donc, il l'emmène dans le monde des morts. Et en même temps, pendant tout ça, il y a aussi Beetlejuice qu'on revoit sporadiquement. Il y a plein d'intrigues, en fait. Il y a plein d'intrigues. On voit Beetlejuice qui à plusieurs moments du film, où en fait, il est toujours un peu amouraché de Lydia, et donc il a envie de retrouver Lydia, et donc il va se rendre compte qu'il va pouvoir essayer de la récupérer. Il y a en même temps une femme, une dévoreuse dame qui en fait cherche Beetlejuice parce que c'est son ex-femme et qu'elle veut retrouver Beetlejuice, et en essayant de retrouver Beetlejuice, elle dévore les âmes de tous les déjà morts, donc ils sont morts au fur et à mesure de Ils vont dans l'au-delà de là. L'au-delà de là, voilà, ça, mort, ça c'est pas ça. Qui est jouée par Monica Bellucci, qui a été placée dans le film parce que c'est la meuf de Tim Burton, c'est juste ça. Parce que son rôle est quand même pas exceptionnel, genre, c'est quand même compliqué. Et donc voilà, toutes ces intrigues vont se rassembler dans une scène où Beetlejuice veut épouser Lydia, où Dolores, donc jouée par Monica Bellucci, retrouve Beetlejuice. Ah oui, il y a aussi le fait que Delia meurt dans un inintérêt absolu, donc Delia meurt, donc la belle-mère, elle se retrouve aussi, en fait ils se retrouvent tous dans la même pièce, et tout va être résolu
miraculeusement en 2 secondes 5. Oui. Et moi, j'ai pas voilà. bien suivi ça d'ailleurs. J'ai Ouais, pas c'est bien compris. À un moment donné, Parce j'ai que- cru que je m'étais endormie, mais non. Ah en oui, fait, parce que ça va si vite. ça va hyper vite. Le film est hyper laborieux pour arriver à une conclusion hyper rapide. Où Astrid, là, jouée par Jenna Ortega, va retrouver son père qui en fait est employé administratif. Donc ça veut dire quoi? Qu'il s'est suicidé? Non, on ne le dit pas. Enfin, tu comprends rien. Non, il s'est Il y fait a manger des par des Oui, piranhas. mais c'est bizarre parce qu'ils disent quand même dans le premier film que les employés administratifs, c'est ceux qui sont suicidés. Suicidé, ouais. Ouais, Donc c'est t'es vrai. là, mais pourquoi il est employé administratif alors? C'est pas logique. C'est vrai. Ça ne va pas. Ouais. C'est tout à fait vrai. Ah, Ouais. S'il y a l'histoire Ou du alors, doigt. Il travaille à la gare, non? Ou alors il s'est suicidé en plongeant dans un bac de piranha. Ah oui, peut-être. oui. Ouais. Mais non, mais ça si- peut marcher. Enfin oui, mais dans le premier, ils insistent vraiment sur le fait que tous les employés administratifs sont des suicidés. Donc, Oui, moi, c'est moi vrai. tout le truc, je me suis dit, je me disais vraiment, il y a une intrigue. En fait, le père s'est suicidé, il va y avoir une sous-intrigue supplémentaire. En fait, non, pas du tout. Et on voit aussi pendant tout le film un homme dont on voit pas la tête, bouffé, à moitié bouffé, qui cherche un peu son chemin. En fait, c'est le père de Lydia. Mon copain, à la fin, il fait « Ah, c'était son père !» Je dis « Mais oui, c'était son père !» Et donc, à la fin, il retrouve Delia. Enfin, il y a un truc, tout se résout en 5 minutes. Mais comme le disait Sylvain, plein d'astuces dans ce film pour ne pas montrer la tête de l'acteur. Oui, oui. Qui donc avait des soucis. Enfin, sa carrière s'est arrêtée net à cause d'une sombre histoire de pédophilie, je crois 14 ans plus tôt. Oui, ils n'allaient pas refaire. Ils ont quand même fait sa tête en stop motion. Ils ont quand même fait sa tête en Sur stop la motion. partie dans l'avion. Ouais, Oui, ça, C'est vrai qu'on le reconnaît bien quand même. Donc, alors, je ne suis pas très douée en pitch, mais là, veuillez m'excuser, mais c'est très très compliqué à pitcher ce film. Oui. Mais surtout, peut-être d'abord juste situer la production du film. En fait, c'est déjà en 1990 que Burton engage Warren Sparen pour écrire un nouveau scénario pour une suite qui devait s'appeler Beetlejuice in Love. Ensuite, il engage Jonathan James pour écrire Beetlejuice Goes Hawaiian. Il se disait que mélanger l'expressionnisme allemand avec un film de plage, ça pouvait être sympa. Puis le projet est mis de côté et c'est seulement en 2011 que Warner Bros. Va engager Seth Graham Smith pour écrire un nouveau scénario et il aura fallu 12 ans pour que ce film voie le jour. Malheureusement, sachez que Beetlejuice va être... J'ai eu peur. Franchement, va j'ai eu être... peur. et je suis super douée. Sylvain va m'engager, je suis un peu comédienne. Ce 3e film va malheureusement arriver sur nos écrans. On pourra aller le voir ensemble. Il faudra réenregistrer un adada. Ah ouais. Encore un erratum. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous l'avez découvert pour le podcast ou est-ce que vous l'aviez, comme moi, vu au cinéma en vous disant ça va être génial? Moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Oh là là. Ah, Juste pour avoir le l'enfer. saut de popcorn Beetlejuice, c'était pas ça que tu Ah m'avais non, raconté? non, même pas. Non, j'ai cru que tu non. non, c'est comme ça. Non, même pas ça. Mais en fait, j'ai un peu la même impression que toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru que je m'étais endormi pendant le film en fait, parce que tout va tellement vite. Je me suis vraiment dit, lors du premier visionnage, je me dis, à mon avis, j'ai loupé un truc, je me suis endormi, je me suis pas rendu compte, bon, c'est ok. Et puis, je sais pas, l'occasion s'est mise, j'ai été le revoir du coup une 2e fois et je me suis rendu compte que non, en fait, oui, tout va très très vite, tout va trop vite. Et je crois que rien que dans le. Mais ça dure 2 heures hein, quand même. Plus de 2 heures. Ah ouais. Non, moi 2 non, heures. moi. Oui, c'est 1h45, un truc J'avais comme ça, un peu je moins de pense. 2 heures en tête. Oui, c'est Il a ça, vu oui. le director's cut. Ah oui, carrément. T'as regardé le 1 et le 2 Je la l'ai vu suite sur c'était- Netflix. Je crois Ah que oui, c'était pareil, 1h45, pareil, moi, je ouais. crois. Je sais pas combien de temps il dure. Mais en tout cas, tout va. On va tout- vérifier. Oui, bah sur Wikipédia. ressenti 2h30. Voilà, du coup, la preuve, oui. Et voilà, il y a beaucoup trop d'intrigues, beaucoup trop de personnages. Et moi j'avoue que quand ils ont pitché le projet, j'étais quand même assez hypé. Bien sûr. Je trouve que les premières affiches fonctionnaient bien, le retour du cast original, Danny Elfman à la musique, enfin, tout avait l'air de Et puis concorder. plus pour ça. le nouveau cast quoi avec Et Oui, ouais, Jenna après, Ortega, Jenna qui est un Ortega, peu la je trouve Willem princesse. Dafoe, ouais. Justin Super choix. Theroux. Après moi, Jenna Ortega, je vous avoue, ça m'a hypé un petit peu moins, j'avoue. Ouais. Mais bon, soit en tout cas, il y avait quand même pas mal d'éléments qui étaient là pour en faire une réussite. Et finalement, ça se plante quand même bien, je trouve. Et même le côté, parce qu'en fait, ils ont beaucoup insisté aussi dans la promo sur le côté un peu retour d'effets spéciaux en carton-pâte, etc. Absolument pas. On est d'accord. Non, Oui, c'est absolument dégueulasse. pas, oui. Parce que même la recomposition de Monica Bellucci, du cours de Monica Bellucci, c'est du CGI, quoi. Donc, alors oui, il y a peut-être quelques passages où ils ont un petit peu réutilisé les effets spéciaux d'antan. Il y a du maquillage. Voilà, Voilà, c'est ouais. ça. Voilà, c'est ça, en fait. C'est plus du Il y a maquillage. du maquillage et des costumes. C'est Ouh, ça, c'est- waouh. Mais c'est ça qui est le C'est plus plus ça. réussi. Enfin comment Ouais. Pardon. Oui. Non, mais t'as raison. 104 oui. minutes, oui. Ouais, Donc 1h44. pas 2 heures, Ouais. pardon. Mais ressenti 2 heures. Mais donc oui, donc voilà, donc moi quand même assez déçu. Donc là, je le voyais quand même pour la 3e fois et Désolée. ça commence à faire beaucoup parce que vraiment c'est quand même mauvais, quoi. C'est laborieux. Oui, c'était laborieux. Toi, Sylvain, tu l'avais vu avant ce Non, podcast? je l'avais pas vu. Je me disais, oh non, je vais pas aller voir ça, je vais être déçu. Et Et puis je l'ai vu pour le podcast et j'ai bien aimé. Oh non C'est vrai. Alors après, il a plein de défauts, mais j'ai vraiment revu le 1 et le 2 presque à la suite.
Et en fait, je sais pas, moi ça a marché. Peut-être parce que tu avais vu le 1 et le 2 à la suite. Je retrouvais l'univers, je retrouvais les maladresses, mais d'autres maladresses. Exactement les mêmes. Et puis je retrouvais exactement les mêmes maladresses, mais citées, quoi. Donc le côté citation, même les trucs qui étaient cheap, on va les reprendre. Comme la fin était ratée, on va refaire une fin ratée. Donc, elle est bizarre cette fin. Alors, Ouais. quand même, moi, la fin, bizarre. je l'aime bien. C'est un hommage, pour moi, au Monstre vivant de Larry Cohen. Vous avez vu ce merveilleux film ? Voyez-le. C'est un bébé qui sort du ventre de sa mère dans une salle d'accouchement et qui commence à bouffer tout le monde. Il y en a 3. Le monstre est vivant, le monstre est toujours vivant et je sais plus oui, des monstres. la fin. Ouais. La fin, Ah oui, oui. la- Ah oui, Ouais, c'est vrai oui. que j'avais oublié cette Ouais. fin Ouais. qui clôt une espèce d'épilogue. D'épilogue guimauve, rêvé, dégueulasse. Ouais. à faire peur. Là, vraiment, là, j'ai eu peur. Et puis, il y a cette chute avec l'accouchement, avec le bébé qui est à l'effigie de Tim Burton. Ah, ouais, Ah bon il est horrible. Ils ont pris le visage de Tim Burton pour modeler le bébé. Mais toi, t'as aimé alors ? Ah, bref, ça va. Ouais. C'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais c'est pas Ouais. si pire. J'avais pas eu envie de casser ma télé en le regardant. Et en fait, toutes les scènes qui se passent dans le monde des morts, je les ai kiffées pour justement le côté, pour le design, Et c'est foisonnant, les costumes, hein. etc. C'est très foisonnant. Ouais, j'ai passé un bon moment dans ces passages-là. Moi, j'ai trouvé très froid, tu trouves pas, par rapport au 1. Dans le 1, tu vois, quand ils sont dans le monde de l'au-delà, c'est... C'est moite. Bah oui, ça transpire un peu, et ici, c'est lisse, quoi. Enfin, Ouais, tu vois, c'est tous très- les couloirs, tout ça, c'est très... ça louise, c'est clean, enfin, tu vois... C'est un peu plus clean. T'as l'impression Bah, qu'il c'est y a- normal, c'est Danny DeVito qui nettoie. C'est un peu plus clean. Oui, il est super Il quand est même. Ce exceptionnel. Oui, personnage. ça, ouais, est- ça, c'est vrai. J'ai un king Danny DeVito, hein, les auditoristes le savent. Mais ça, c'est vrai que le personnage, ouais, celui-là est excellent. Après, ouais, c'est des passages que j'aurais savouré, voire encore plus, quoi, avec Willem Dafoe en enquêteur. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en a Lui, pas il parlé. est bien, Willem presque- Dafoe. Oui, alors Willem Dafoe, pour info, joue une espèce d'acteur qui faisait ses propres cascades, qui est mort à cause d'une explosion, une cascade qui a raté, et qui du coup, comme il jouait beaucoup de flics ou de personnages d'action, se retrouve dans le monde de l'au-delà, commissaire, flic, enquêteur. Flic des morts, quoi. Ouais. Je trouve que c'est la plus belle réussite du film, c'est le personnage de Willem Dafoe et son histoire. Je trouve que ce personnage est assez chouette et a un passé, une histoire, parce que les autres personnages, je les trouve assez plats dans l'au-delà. Même la relation avec le père et tout, il n'y a Ouais. pas grand-chose de... Oui, je le trouve que père est un peu anecdotique. C'était une excuse pour y aller. Et Monica Bellucci, elle est juste personnage-fonction. Elle est là pour faire peur et courir après et sucer les âmes. Mais moi, je sais pas à quel point Je l'ai pas dit, Moi, je sais pas à quel point l'écriture du scénario a peut-être été problématique ou pas, mais en fait, justement, la problématique du père, moi, j'ai parfois l'impression qu'elle arrive un peu au chausse-pied. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'elle arrive et qu'il doit y avoir une résolution à cet endroit-là. Peut-être parce qu'il sentait qu'il manquait quelque chose, et j'étais en train de me dire, mais il y a déjà tellement de choses, pourquoi en plus il faut ajouter le père dans l'équation Enfin, en tout cas, le problème, on revient au problème initial, qui est qu'il y a sûrement au moins une intrigue en trop. Ouais. Mais là, à un moment donné du film, donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu et qui n'ont pas de problème à se faire spoiler, Delia, ce personnage exceptionnel, décide d'aller faire un genre de vidéo artistique devant la tombe de son mari, et elle se fait une performance arty, et elle se fait piquer par 2 serpents, elle se fait bouffer avec du venin, donc elle crève, elle se retrouve dans le monde des morts, et à la fin du film, donc elle dit ah, on va te hanter avec ton père, etc. Et elle disparaît dans l'inintérêt général. C'est vraiment, allez, salut, hein, allez, ciao. Allez. Ouais. Et elle se sépare comme ça. Alors que je trouvais que justement, la relation entre... Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, la relation entre Delia, donc la belle-mère, et Lydia, donc jouée par Winona Ryder. J'aimais en fait cette relation, et il y avait un petit truc qui pouvait être sympa, c'est qu'on parle beaucoup, donc il y a beaucoup de la relation de Lydia avec sa fille Astrid qui est très problématique, et Delia dit bah oui, rappelle-toi quand tu étais ado, etc. Ouais. Donc il y a beaucoup de parallèles qui sont faits, ça, je trouvais que cette relation était belle, en fait, cette relation de Lydia avec sa belle-mère, alors que son père vient de mourir, etc. Il y avait un truc assez chouette qui pouvait être écrit, et puis ça finit vraiment en autre boudin comme ça, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. Et Catherine O'Hara, grand respect quand même. Hein. Elle est morte il y a un mois, non Ouais, c'est très bien. Ouais. On enregistre en mars 2026. Non. Ah, il faut voir, il faut la voir. C'est une série de Seth Rogen
Ah ouais? C'est très bien. Avec les dessous cachés. Trop bien. C'est pas mal. C'est sur l'histoire, les affres d'une grosse boîte d'un gros studio hollywoodien. J'ai entendu parler de ça. Et elle est dedans, elle joue une directrice de production. Elle est incroyable. Ils sont tous très bien. Ils sont pleins. Hein. Mais c'est une actrice incroyable. Et je trouve que j'ai même du mal, même dans Beetlejuice, le premier, à me dire que c'est la maman dans Maman, j'ai raté l'avion. Elle joue tellement bien que pour moi, c'est pas la même femme. C'est pas le même personnage, oui. Les années sont pas très très éloignées. Et je trouve qu'elle a vraiment un visage qui se modifie par son jeu de façon assez incroyable. Oui, et je crois que c'est elle aussi, c'est vrai qu'on mentionnait Michael Keaton tout à l'heure, mais elle aussi amène vraiment une plus-value à l'ensemble du film. Hein. Bien sûr. Je crois que la Corée Deo et compagnie, quand ils sont possédés, vient d'une de ses initiatives. Elle s'est vraiment emparée du projet. C'est drôle de penser que ça aurait été normalement Angelica Houston qui jouait la mère. Ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être pas mal. Ben, après, on la retrouve dans La Famille Adams. Et ça aurait été autre chose, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Michael Keaton dans Beetlejuice? Son jeu, la différence avec le premier? Il habite moins le film. Et pourtant, on répète son nom 2 fois dans le titre. Mais pourtant, on le voit plus. Et on le voit plus. Mais on le voit beaucoup et plus j'ai dans l'impression ce film. qu'il habite moins le film et que c'est lié à la multiplication des intrigues. Il y a trop d'histoires. Il reste très bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien de le voir. J'adore cet acteur. Il est quand même moins fort que dans le 1, mais c'est peut-être parce qu'il est noyé. Il est plus vieux. Il a 70 piges, quoi. Non, mais son personnage, peut-être, est trop noyé dans la masse. Ouais, dans trop d'intrigues. Et il a mis aussi un cast de pété à côté. Enfin, William Dafoe, William Dafoe, il joue un peu la vedette. Il vole la vedette, je trouve. Il vole la vedette. Le cast est excellent. Justin Theroux, je trouvais que c'est excellent dans ce rôle. Je l'aime vraiment beaucoup. Et la scène où ils arrivent avec Lydia dans le bureau avec Beetlejuice et que tout est dégueulasse comme ça, là je trouve qu'il y a un côté vraiment, c'est le seul moment du film où je retrouve un peu le côté crasse-pouille du premier, quand les entrailles s'ouvrent, que ça tombe partout, que c'est dégueulasse, quand Lydia comme si elle était enceinte, qu'il y a un bébé qui sort et tout est vraiment dégueulasse. Et je trouve que cette scène elle fonctionne pas mal. Il y a un côté un peu pâte à modeler comme ça. C'est de ne pas dire plasticine parce qu'on a des auditeuristes françaises. Ah oui, mais on va dire plasticine quand même. Non, oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on aura encore à dire sur ce magnifique deuxième film? Moi, c'est un peu difficile parce que, tu vois, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même un film où j'ai quand même la sensation de passer à côté. Et le souci, c'est que là, vous avez pointé du doigt plein de défauts qui, manifestement, surtout quand on en parle, paraît évident que ce sont des défauts. Mais en même temps, moi, je regardais aussi et je me disais, bah oui, c'est l'univers de Tim Burton, je rentre pas dedans. Tu vois, ça, c'est un peu le réflexe que je me suis dit en le revoyant. Mais c'est le Tim Burton d'aujourd'hui. En fait, le Tim Burton d'aujourd'hui a un côté beaucoup moins carton-pâte. Et donc, l'univers visuel perd quand même de sa cohérence. Je pense qu'on Beetlejuice, on va l'aimer pour que ça nous rappelle du premier, mais on va être en manque de ce, justement, qui faisait l'âme du premier. Oui, je pense. Il y avait un côté beaucoup plus froid, effectivement, dans tous les sens du terme, dans le deuxième. Et je ne suis pas du tout touché par la relation mère-fille, Jenna Ortega et Winona Ryder. Non, ça l'a pas du tout. Non. Pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. Je vois un peu les coutures arriver, hein, le beau gamin, le beau gosse qui vit dans sa cabane, et puis... tiens, non, finalement, on va pas sortir, je préférerais que tu restes dans la... Et d'ailleurs, il disparaît. Oui, mais il lui arrive quoi, lui? C'est un antagoniste qui disparaît dans un trou du sol. Voilà, en un claquement de doigts. Mais d'ailleurs, je me suis vraiment rendormie. Je demande à mon copain, j'ai dit, il a disparu. Ah oui, il est tombé dans le sol. Ah, ok. J'avais oublié. En fait, c'est Beetlejuice qui intervient et du coup, il le fait. Oui, il tombe dans une espèce de trappe, il tombe dans la lave et réglé. C'est en une seconde. Ah oui, t'as vraiment. Donc en fait, j'ai cligné des yeux. Ah oui, t'as cligné des yeux et il était parti. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il pose des jalons et puis il ne les utilise pas. Ouais. Mais il y a un truc qui est super mal écrit avec ce personnage, je trouve, c'est quand il dévoile qu'il est mort.
où il dit ouais, j'étais tellement étonnée de voir qu'en fait toi tu me voyais et tout ça. Mec, pas du tout. Elle cogne son arbre avec son vélo, il passe la tête, il fait oh ça va, tu t'es pas fait mal? Et il est pas du tout étonné qu'elle le voit, donc c'est vraiment hyper ridicule parce que c'est vraiment flagrant que c'est rajouté après, ça va pas du tout. C'est vraiment, on va pas trop nous montrer dès le départ. Moi j'avais quand même capté direct que quand il rentre dans la maison avec les parents, Et qu'on que les ne voit parents pas les regardent visages, la peine. là, c'est mort, quoi, On est dans Beetlejuice, j'ai compris que direct, c'est chelou. direct, on est d'accord. Ils sont pas nets, ces On est parents. d'accord. Par rapport au fait qu'on voit pas leur visage, de regard, etc., les regards caméra de Michael Keaton en Beetlejuice, ils me sortent par les yeux. C'est vraiment genre, je vous fais une petite blague, un petit clin d'œil aux spectateurs riches, salut. Ça va pas du tout, ça. C'est parce qu'il y avait pas ça dans le premier. Ça me... J'aime pas. Voilà. Je vais décider de râler. Mais il y a une question que je me suis posée en regardant ce film, c'était à qui le film est destiné? Est-ce qu'il est destiné aux nostalgiques? Mais alors si c'est destiné aux nostalgiques qu'on est, la romance d'ado, elle nous passe complètement au-dessus de la tête. Si c'est destiné à... Est-ce que le film est destiné à avoir son nouveau public, comme des Scream ou quoi, qui vont surfer sur la vague, mais en même temps essayer de toucher un nouveau public? Ici, j'ai pas l'impression que Beetlejuice a touché un nouveau public, peut-être juste en essayant d'utiliser Jenna Ortega, qui est un peu la nouvelle princesse de l'horreur pop, comme ça, mais je trouve que le film, pour en tout cas les nostalgiques qu'on est, on est des adultes, et la moitié du film où tu parles d'une romance d'ado de 15 ans, ça me touche pas, quoi. Donc j'arrive pas à savoir qui est le public de ce film visé. Est-ce que c'est pas destiné aux parents et à leurs enfants, aux parents nostalgiques et leurs enfants? C'est quoi? C'est 36 ans après C'est combien de temps après le premier? 88-2024, donc ouais, 36 ans. Moi j'ai l'impression que c'est les anciens enfants qui y vont avec leurs ados. Et donc du coup, viens, on va voir Beetlejuice et... tout le monde sera content, quoi. Tout le monde sera content. Il y a Jenna Ortega, c'est mercredi. Voilà, exactement. Bah, il est lisse et froid. Donc tu n'as pas de vous êtes en train de me convaincre que c'est pas un bon film. Toi, tu l'avais vu quand il est sorti, Idriss, tu l'as vu pour le podcast? Non, je l'ai vu quand il était... c'est Netflix qu'il a eu. Et non, on l'a regardé avec Laura. Et en termes d'image, pépite, parce que franchement... Encore, je regardais quelques captures et oui, non, c'est très beau en soi. Mais c'est beau, mais c'est creux. Pas comme dans le 1, tu vois. Dans le 1, il y a toute une histoire derrière. Enfin, tu sens que chaque décor, chaque plan, chaque costume... Enfin, rien que je vous dis, moi, le début m'avait... quand j'ai dû le regarder il y a quelques... Le début est vraiment... Du nouveau, tu veux dire? Non, de l'ancien. De l'ancien, ouais. Ouais, avec les personnages, la voiture rouge, si je me souviens bien, le pont rouge, c'était vraiment... Et ici, par contre, c'est très beau, mais très lisse. Il n'y a pas de couleur qui ressort ici. Bah si, il a joué avec beaucoup de bleu, beaucoup de vert, mais tout est doux, soft. Oui, c'est ça, c'est plus ça doux. se mélange, mais il y a des beaux contrastes, mais c'est jamais vraiment du gros contraste. Enfin, c'est comme tous les nouveaux films de maintenant, c'est un peu tout gris, quoi. Tu vois, c'est un peu, il faut que ça plaise à tout le monde et que ça passe à la télé. Donc, moi, je rejoins un peu tu comprends pas pour qui il est créé. Ouais, mais Sylvain, ce que dit Sylvain est assez juste. C'est nous vieux et les ados qu'on est censé avoir. Mais je et pense les vieux fans qui essayent de... Je pense que ce qui est un peu à côté, c'est le personnage... Enfin, le personnage qui est censé cristalliser tous les problèmes, donc la gamine, jouée par Jenna Ortega, qui me laisse un peu de marbre, alors que j'ai revu Winona Ryder, elle est touchante. Elle est touchante, très touchante en ado. Mais Jenna Ortega a un jeu très froid. Oui, alors peut-être, mais bon, je sais pas si c'est son... Je la découvre, je n'ai pas vu mercredi. Ça vaut la peine? Quelle chance. Non. Pardon, mais non. Ça ne vaut pas la peine. C'est Harry Potter au... Non, ça va pas du tout. Mais c'est très beau. à nouveau. Je regarde un peu le chef-op du nouveau Beetlejuice. Oui, il a fait des films de merde. Mais c'est pas des films de merde, il y a beaucoup d'argent, il faut que ça plaise à tout le monde. Et donc, les films de Kenneth Branagh, c'est toujours des films de merde, de toute façon. Mais oui, le chef-op, il a fait quoi? Il a fait truc sur le Mort sur le Nil. Ouais, Crime de l'Orient Express. Tu vois, il a fait ce genre. C'est très beau, mais très lisse. C'est très lisse. Hein. Et c'est comme ça qu'est le nouveau. Parce que dans l'ancien, il n'y a rien à faire. Même en tant qu'adulte, je le regardais et je me disais, ouais, ça a du corps, quoi. Tu vois, c'était vraiment les lumières. On y va avec des lumières bien dures, bien trash. Tu sais pas trop. Et là, tu regardes le nouveau, c'est
c'est tout dreamy, tout creamy, c'est vraiment... Tout cheesy. Oui. Non, mais si tu mets le rose et bleu du premier et le rose et bleu du deuxième, dans le premier, ils sont côte à côte, et dans le deuxième, ils se mélangent. Oui, C'est ça, en fait. Je serais curieux d'avoir un Pantone des couleurs du la 1. Palette. Oui, la palette. La palette, imagine. Du 1 et du 2. Très saturé, très contrasté. Très pastel saturé, sans contraste. Parce qu'en fait, tu as une impression de contraste, mais... Un peu comme beaucoup de films grand public aujourd'hui, en Oui, fait. tout à Oui, fait. mais je te dis, il faut que ça aille sur les télés des gens. Et comme les télés sont pas calibrées, et que le signal est de mieux en mieux en termes de qualité, c'est plus comme avant, on avait des télés un peu cheapos et on avait un signal un peu dégueulasse et ça passe. Maintenant, les télés sont quand même très bonnes. Et en fait, ils essayent d'avoir un truc qui... En fait, ils te le sortent tout gris. Parce que la plupart tout des devient gens... gris, quoi. Oui. Ouais. Parce que la plupart des gens laissent la télé sur vivide, là, ou sur standard. Et en fait, ça étire les contrastes pour le film, quoi. Pour l'anecdote, quand Idriss est venu chez moi, le premier truc qu'il a regardé, c'est que j'ai une télé 4 tiers et qu'il a failli faire une crise cardiaque. J'ai une télé 4 tiers et un magnétoscope. Ouais, mais ça a encore son charme. Hein. J'aime bien. Faut juste pas avoir peur de se faire mal aux yeux, mais... Non. Avec tube cathodique. Oui. Non, mais par contre, je ne sais pas brancher mon ordi sur cette télé. De toute façon, ma télé est à peu près la taille de mon écran d'ordi, donc de toute façon, ça... Quand tu l'allumes, ça fait tout. J'adore. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur Beetlejuice? Moi, j'allais peut-être ajouter que... Dans le micro. Pardon, excuse-moi. Ce qui m'a dérangé aussi, c'est peut-être le côté fan service aussi, que je trouve vraiment poussé, Ah ouais. mais à l'extrême. Et dès le début, en fait, puisque dès le début, on rejoue le générique du A. Mais c'est raté. Mais oui, c'est raté, parce que c'est vraiment... En plus, ça n'a... Oui, alors on se retrouve dans la maquette, et puis alors on se retrouve sur le plateau de studio. Et alors... Pendant tout le film, en fait, il y a des petites séquences comme ça, à chaque fois, avec des passages un peu obligés qui nous rappellent le A. Et c'est là, en fait, où je trouve qu'on perd un peu les fans de la première heure, parce qu'à un moment donné, il faut amener aussi des nouvelles choses, des nouvelles idées. Et donc, c'est cool, les petits clins d'œil, mais là, il y en a vraiment trop, je trouve. Et du coup, ça casse... ça casse le truc, quoi. Mais c'est un truc très difficile, je trouve, quand tu refais Voilà. comme ça les choses, le fan service, tu dois en contenter certains, mais pas en mettre trop. C'est comme dans le dernier Alien, quand il dit... Romulus. Ne touche pas motherfucker. Oui. T'as des trucs là, alors t'en as qui vont être hyper heureux de ça et d'autres qui les vont I'll Be Back dans Terminator. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Quoi, Et après t'es là, oh putain, c'est trop. Ouais. Et je trouve qu'ici, il y en a trop. Ouais. Et... Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Juste, ils sont bien là. Suis-moi si tu veux vivre aussi. Mais ça, je le dis souvent dans le tram. Non, c'est pas vrai. J'aimerais bien dire ça une fois à une À vieille... des inconnus. J'aimerais bien dire ça à une vieille dame que j'aide à passer le passage pour piéton. Suis-moi si tu veux vivre. J'aimerais trop réussir à lâcher cette phrase dans une conversation commune. Mais... Ça t'arrivera peut-être un jour. Hein. Écoute, demain, je vais essayer. Mais oui, tu trouves qu'il y a trop de clins d'œil aux anciens. Ça, c'est quand même un petit peu... C'est un peu trop. Et même au niveau des scènes, quand on rejoue une scène de mariage. Oui, la salle d'attente aussi, pareil. Enfin, on rejoue vraiment des grosses scènes vraiment emblématiques du A. Il coche les cases, quoi. Voilà, on coche vraiment les cases. Et c'est ça que, effectivement, à qui est-ce qu'on s'adresse? Je trouve que les fans de la première heure, on les perd un peu là-dessus, en fait, je trouve. Comme un petit peu le dernier Scream, par exemple, Scream 7, où aussi on abuse. T'as été voir ça aussi. Ouais, oui, je me suis apposé et j'ai eu mal. Mais oui. T'es un peu maso, Marvel. Oui, j'avoue. Mais voilà, on s'y attendait, je pense. Hein, bon. C'est pas à ce point. Ouais, c'est vrai que c'était douloureux. On doit faire aussi un erratum de notre... un bis de notre épisode sur Scream, en fait. Avec toutes ces merdes qui sortent. De toute façon, ne financez pas ce film, ne donnez pas d'argent à cette production. Non. Moi, j'ajouterais que finalement, pour revenir sur le 1 et une note positive, j'ai l'impression que ça a ouvert la voie à toute une série de productions, que ce soit films, dessins animés, etc., qui mêlent l'imaginaire, l'horreur et une forme de fantaisie et d'humour. Ça m'a fait penser à la série Gravity Falls. Ouais, oh, j'adore cette série. Parce que je pense que sans des Beetlejuice, pas de Gravity Falls. Enfin, bon, après, sans aussi peut-être la série animée, hein, effectivement. Mais ouais, ça a imprégné toute une culture qui a suivi dans les années, fin des années 80, début des années 90, etc., qui a suivi ce film. Et puis il n'y aurait pas eu effectivement les Batman parce que il était pressenti pour tourner le Batman 1, enfin comment il s'appelle du coup ce premier Batman avec Jack Nicholson. Batman. Juste Oui, c'est juste Batman. C'est ouais, Batman, même pas Begin ou Begin. Juste Batman. Juste Batman. Ça s'appelait le premier Batman. Le premier Batman. Batman Tim Burton numéro était 1.
type pour le tourner, à condition qu'ils réussissent, que Beetlejuice soit un succès. Ah oui. Et comme ils ont fait, je sais plus moi, 100 millions, 130 millions de bénéfices, on lui dit ok, fais ton Batman. Mais il a dû batailler pour avoir Michael Keaton qui jouait Batman. Ah ouais. Mais qui est un mauvais Batman pour moi. Ça, on en a déjà parlé sur notre épisode. Non, ça va. Quand il voulait qui à la place? Ah, je ne sais pas, les studios n'étaient pas convaincus que ce serait Keaton en Batman. Je pense qu'on a appris non, l'info pour l'épisode sur moi, Batman j'ai et qu'on s'en oublié, souvient hein. plus. Ah, oui, oui. Non, moi, les infos, elles rentrent, elles sortent. Exactement. Il y a trop de sujets. Et toi, Idriss, une note positive sur Beetlejuice? Bah oui, qu'en l'ayant revu plus tard, franchement, ça reste une petite pépite. Tu passes un bon moment quand même. Il y a effectivement 2-3 trucs à gauche, à droite où tu tiques un peu. T'es le seul ici qui a un enfant. Ouais. Est-ce que il a quel âge? Non, donc il passe de 9 à 10. Tu lui ferais pas voir Beetlejuice? Bah non, parce qu'il est un peu déjà bien mûr, mature, précoce, et il y a quand même pas mal de petites vagues, des vannes. Sexuel et tout ça. C'est la génération qui arrive là, ils ont été tellement ménagés que tu leur mets un Beetlejuice, il va tiquer, quoi. Parce que si tu montres ça à un enfant qui n'est pas encore mature, ça lui passera au-dessus de la tête. Mais je n'étais donc pas du tout mature. mais non, mais on était plus protégés. Les gamins de maintenant, déjà ils ont des parents comme nous et pas des parents comme nous on avait à l'époque. Faut pas oublier que moi, j'ai revu encore il n'y a pas longtemps des photos. Les gens, ils fumaient à côté de toi quand tu étais enfant et tout. Enfin, c'était une époque où on mangeait pas bio. Alors que maintenant, tu vois, on les protège de tout et tout. Soit. Mais personnellement, je pense pas que il y a quand même quelques. Il pourra regarder le 2. Oui, à fond. Voilà. Le 2, par contre, c'est ça. Parce que je me demande parfois, ces films pour enfants de notre enfance, est-ce qu'on les ferait voir à des gamins maintenant? Parce qu'on a quand même beaucoup d'auditoristes qui ont des gosses, qui parfois, on a un dont on lira le commentaire après, qui nous dit souvent qu'il a vu les films avec ses enfants, etc. Je me demande parfois, est-ce que ces films sont encore adaptés à des enfants aujourd'hui? Les années 80, franchement, la morale, elle est pas... C'est la place des femmes, compliqué. Le père de Lydia, quand ils arrivent dans la maison, est-ce qu'il lui dit pas à un moment donné, tu vas pouvoir enfin être occupé à la cuisine pour me laisser faire des choses, je sais pas quoi, j'étais wow. Ok, il y a un truc comme ça. Il y avait un truc comme ça, phrase, je sais je plus, l'ai mais pas j'avais noté, tiqué, ouais. mais c'était pas ça. Ouais, il y a un truc sur le fait qu'elle va enfin lui foutre la paix, elle pourra s'occuper à la cuisine. Il est là pour qu'on lui foute la paix et ça n'arrive pas d'ailleurs. Mais bon, on reste sur une note positive. Beetlejuice 1, c'est cool. Ouais. Beetlejuice Même 2... Ça va. Le 2, franchement, ça va. Moi, je rejoins un peu. Franchement, ça va. C'est pas catastrophique. C'est juste que nous, on est très fans. Enfin, très fans. On a été fort marqués par le 1. Mais quelqu'un qui découvre l'univers Beetlejuice par le 2, ça va. Il y a pire. Et il y a un beau cast en plus. Enfin, tu vois, il y a du monde, quoi. On verra pour le 3. On a vu Scream 7 est pire. Oh putain. Je crois que j'ai même pas. J'ai même pas envie de voir. Non, le pire du pire, c'est Terminator Genesis, mais on en a déjà parlé. Oh. Tu te souviens que t'as vu ce film? Je crois que je pourrais le re-regarder le redécouvrir. C'est quoi encore Genesis? C'est le 5e Terminator. Avec qui? Avec quoi? Catastrophique. Qui est catastrophique. C'était quoi l'histoire? Bah, je sais pas. Notre précédent épisode, c'est 3 heures sur Terminator. Ouais. Ah ouais, je vais tu l'écouteras. Écoutez tous nos épisodes. Bah, merci beaucoup d'être venu pour parler de Beetlejuice. Beetlejuice. Attends, la question que je veux savoir, à faire un tour de table, c'est quoi votre meilleur Tim Burton alors? Et de Romain d'Argent. Moi, je dirais Sleepy Hollow, mais j'adorais de Romain d'Argent aussi. Mais Sleepy Hollow, moi, je crois entre Batman le défi Sleepy Hollow. Entre Batman le défi et Mars Attack. Ah ouais, Mars Attack. Il faut choisir. C'est à partir de Big Fish, Charlie et la chocolaterie où je 2010, me suis dit, au revoir Tim Burton. Mars Attack, c'est de Romain d'Argent ou Batman le défi. Oh putain. Et pas de Sleepy Hollow? Ça m'a fait penser aussi à Brésil en fait. Pardon, tout le côté fonctionnaire, etc. Au niveau de l'esthétique et des trucages. Je repense à ça parce que je repense à Terry Gilliam et je pense aussi qu'à un moment donné, Terry Gilliam, je l'ai perdu en cours de route sur certaines productions plus récentes, alors que à la même époque, les Las Vegas Parano, l'Armée des 12 singes et Brésil. J'aurais sur de Romain d'Argent. Ouais, et toi, Vincent? Moi, c'est toujours Ed Wood. C'est toujours Ed Wood. Ouais. Et en plus, le truc particulier, c'est qu'à la base, en plus, j'aime pas les biopics. Donc, Ed Wood, c'est une espèce de petit miracle, vraiment. Et toi?
Ah bah c'était Sleepy. Sleepy Hollow, on l'a revu il y a pas longtemps encore et waouh, enfin j'ai. Ça a bien vieilli. Allez, peut-être que je vais le revoir. Franchement, le décor le décor est vraiment bien. Ouais, mais bon, voilà. On a également l'avis des auditeurs aujourd'hui. On a Axiol, qui est Arnaud Delan, parce qu'on le connaît, qui nous dit « Je trouve le premier assez inégal. Le second est plus qu'évitable, mais il nous dit également qu'il voudrait juste une série sur les joueurs de foot du premier film. » Alors ça, j'avoue que dans les gags, c'est un de mes préférés aussi. Il est vraiment bien. Il est très drôle. Et aussi, entraîneur. Coach. Un coach, ouais. Et pour le coup, c'est rare aussi que je regarde les films en VF pour le Popcorn Club. Mais là, putain, je me suis dit, je sentais qu'il fallait que je regarde en VF. Et je crois que j'ai bien fait. Vraiment. Est-ce que tu vas nous lire le commentaire entier de Jean Guyenne ? Oh non. Non ? On va juste dire qu'on a Jean Guyenne qui est vraiment très content. Il nous dit qu'on titille leur fanboy attitude, car ultra fan des deux Tim Burton. Il m'a dit après en message privé qu'il se doutait bien qu'on n'allait pas tout lire, c'était juste pour nous dire qu'il a adoré le film et qu'il nous adore. Donc Jean, notre plus grand fan, on t'aime aussi. Merci Jean. Merci Jean, on ne lira pas tout ton long commentaire, mais merci Jean. Et on a peu de commentaires cette fois-ci, je pense que j'ai posté un peu tard la demande d'avis, et donc on n'a pas eu le temps de récolter vos avis, mais vous pouvez toujours nous les envoyer, j'en reçois aussi parfois par message vocal ou message écrit après la diffusion de l'épisode. Je n'écoute plus les messages vocaux, je préviens, j'arrête, je fais grève, mais merci pour vos messages d'amour, on vous aime très fort. Et merci à vous d'être venus dans le podcast. Et oui, surtout à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts. Apple Podcasts, Spotify et YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, à réagir à nos publications, car ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.